Et si nous revenions sur la crise Covid? Quelle a été la réaction de la médecine générale, son organisation, les problèmes rencontrés et les émotions suscitées? Nous avons interrogé certains des acteurs de la première ligne. Écoutez leurs témoignages. Gestion de crise. On n'a pas pleurniché. On s'est plaint parce qu'on n'était pas soutenu, on s'est plaint parce qu'on n'avait pas de protection, on s'est plaint parce qu'on n'avait pas de directive officielle à ce moment-là et qu'on était paumés, on ne savait pas ce qu'on devait faire. Et on se rendait bien compte, nous, dans nos cœurs et dans nos têtes de scientifiques, que ça n'allait pas aller comme ça. Je pense que ce qu'il faut vraiment mettre en place, c'est un plan d'action rapide, une espèce de plan catastrophe, mais bon, je ne suis pas une décideuse, je ne sais pas qui doit décider ça, mais il faut que quelque chose soit mis en place très vite, que chacun sache ce qu'il doit faire, qu'on ait des directives claires. Mais en tout cas, on s'est vite rendu compte que c'était compliqué, en tout cas au niveau politique, notamment par la lasagne institutionnelle et les compétences de chacun qui ont leurs limites. Et donc, nous, on devait travailler de façon plus transversale. Et donc, pour finir, on est monté vraiment du terrain en travaillant avec les cercles de médecine. Et, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un bel outil et que les gens étaient vraiment dévoués. J'espère qu'on en tiendra compte dans toutes les réformes d'ailleurs. Le collège peut le souligner. Je ne sais combien de fois on a dû taper du poing sur la table parce que le collège de médecine générale, les généralistes, les représentants des généralistes n'étaient pas à la table des négociations quand il fallait prendre des décisions qui impliquaient et qui impactaient directement la première ligne. Ce qui primait, c'était plus tout l'aspect administratif. Et on n'est pas vraiment venu nous solliciter pour des conseils. On disait aux gens, ben voilà, vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller chez le médecin. Donc les gens appelaient pour un certificat médical. Et nous, on se retrouvait à faire de la paperasse plutôt que de suivre des gens malades du Covid. Donc je suis convaincu qu'on était mal préparé et j'espère, et j'appelle vraiment de tous mes voeux à ce qu'il y ait vraiment un plan général de pandémie qui soit mis en place pour l'avenir. Mais écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que la médecine générale a quelque part raté beaucoup de choses avec le Covid, avec la Covid plutôt. Je pense que, alors qu'on aurait pu vraiment être un des maillons forts et puissants dans notamment la vaccination, on ne l'a pas du tout été. Au-delà d'aider les patients, c'est d'aider les prestataires. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et de les aider à tenir le coup. Parce qu'à partir du moment où les prestataires, les médecins, mais quand je dis les prestataires, c'est les médecins, c'est les infirmières, infirmiers, c'est les kinés, c'est les pharmaciens, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur le terrain et qui sont là pour donner un coup de main. Il faut trouver un moyen simplement de les aider dans leur travail. Quand on est sorti de confinement, on a dû commencer à faire du testing et là, Évidemment, ça a complètement ramé parce qu'ils avaient annoncé un testing de masse à partir du 3-4 mai 2020. Quand on est sorti du confinement, et alors qu'on le savait, alors que c'était annoncé depuis 15 jours, les tests n'étaient pas là, les laboratoires n'étaient pas rodés et je crois qu'on a eu nos tests 3-4 jours après. Et j'ai l'impression voilà, qu'on est reparti dans un système fort cloisonné où les gens vous disent que ce n'est pas de leurs compétences. Et, voilà, j'aurais aimé... Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a plus de chemin qui a été fait, mais je me dis, mon Dieu, si on pouvait ne pas devoir revivre ça dans ces conditions-là, et pouvoir tirer profit de la crise pour mettre des choses préventives en place. Première ligne. Moi, j'ai des patients diabétiques que j'ai soignés à domicile qui étaient à risque de complications et qui avaient des Covid sévères, ils ont fini par pas avoir besoin d'aller à l'hôpital qu'on a suivi de près. Donc, je pense que si la médecine générale avait plus été sollicitée à ce niveau-là, on aurait peut-être pu éviter certaines hospitalisations. Et donc il y avait ce côté, oui voilà, soit très, très binaire, soit ça se passe très bien, soit il faut aller à l'hôpital. Le passage aux urgences était réduit fortement puisque après examen des médecins généralistes sur place, il n'y avait une redirection que de 20% grosso modo des patients vers les urgences. La seconde ligne a beaucoup remercié l'implication de la médecine générale, en priorité les urgences, qui clairement nous ont dit que sans nous, ils cravaient, quoi. On est de plus en plus pris en considération par les spécialistes quand on adresse un patient par rapport à une problématique. Et cette crise n'a fait que, je pense, renforcer
Les liens entre première et deuxième ligne. Lorsque la première ligne est forte, la première ligne dans le cadre du système immunitaire qui est constitué par ce qu'on appelle les cellules, les neutrophiles ou les macrophages, la deuxième ligne s'adapte facilement à la situation, à l'agression. Donc la première ligne, c'est la médecine générale. Il faut la renforcer. Des soins de santé qui répondent aux normes. Parce que si la première ligne est faible, la deuxième ligne devient aussi faible. Mutualisation du métier. C'est vraiment, il y a eu un soutien, une solidarité du terrain qui était impressionnante et d'ailleurs qui était moteur et très riche. On ne souhaite pas ce genre de crise, mais en tout cas, quand on voit des choses qui se réveillent comme ça, on se dit, ben voilà, ça redonne foi en l'être humain. Le fait qu'on soit déjà organisé en cercle et qu'on ait une bonne communication, notamment avec la création de notre poste de garde. Je crois que certaines provinces avaient des cercles vraiment trop petits pour fonctionner. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'être dans une équipe de 7 associés, 4 assistants, de pouvoir en discuter, de pouvoir avoir des contacts et pouvoir gérer ça, de pouvoir quand même compter sur une équipe qui pouvait prendre en charge les patients quand c'était nécessaire, de compter sur une équipe, un personnel d'accueil, des secrétaires qui faisaient l'interface. Un interface aussi qui fut très important pour la gestion de l'accès aux consultations, parce que plus tard, donc, on demandait aux patients d'attendre dans leur véhicule. Mes amis qui sont aussi dans la médecine générale, ceux qui ont été solos, j'ai l'impression beaucoup plus eu dur. Parce que justement, à ce moment-là, en étant seul, c'était très difficile de supporter toute cette pression. Je pense que le support, il s'est surtout fait entre collègues. Moi, j'ai senti, en tout cas pendant toute cette période-là, une énorme solidarité entre nous. Ça a été vraiment quelque chose qui a été très très impressionnant, qui s'effiloche un petit peu maintenant, où chacun reprend un petit peu ses marques, mais on a eu des périodes où vraiment il y avait une entraide entre nous. Et, quand je dis entre nous, c'est entre médecins plus âgés avec des plus jeunes. Le métier que j'ai envie de vivre dans les prochains mois, c'est de travailler en équipe. Travailler en équipe pour avoir justement cette force de pouvoir s'appuyer sur ses collègues, de pouvoir gérer justement aussi à plusieurs une situation ou des choses difficiles. Téléconsultation, télémédecine. En fait, la télémédecine, ça a donné aussi la porte ouverte à la médecine 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'était tout de suite. J'envoie un mail, j'appelle, je dois être appelée. Nous, dans les appels, alors que les consultations, ils avaient l'habitude d'attendre 2 à 3 heures, des fois, dans la salle d'attente, puisqu'on était sans rendez-vous. Là, les appels, si on n'avait pas rappelé un quart d'heure plus tard, parfois les secrétaires se faisaient incendier parce que comment ça se fait que le médecin ne m'a pas déjà rappelé? Vous leur demandez s'ils ont un thermomètre, c'est même pas le cas à la maison. Ça devient compliqué de savoir si l'enfant a de la fièvre ou pas de la fièvre. Donc ça aussi, ça a une réalité de terrain où tout le monde n'est pas à même de répondre de la même manière à cette télémédecine. Dans des suivis, ça a vraiment eu un aspect positif et de donner l'impression qu'il y avait toujours ce fil conducteur où on se suivait. Mais voilà, le patient ne devait pas se déplacer et moi, je ne devais pas faire des domiciles à Bruxelles. C'est toujours quand même assez compliqué. Par moments, même les patients nous faisaient ressentir qu'ils n'avaient pas forcément besoin de venir, quoi. Et c'est ça aussi le changement, c'est qu'on ressent que du point de vue des patients, ils se demandent un peu, tiens, finalement mon médecin il peut m'envoyer un papier par mail, il peut m'envoyer ça par téléphone. Pourquoi est-ce que je dois venir le voir, quoi? Pour moi, c'était une des choses positives de la crise du Covid, c'est vraiment de pouvoir avoir une pratique plus multitype et qui peut s'adapter mieux et de manière plus efficiente en tout cas par rapport à la demande de soins à laquelle nous faisons face. Le fait d'avoir un contact téléphonique ou par vidéo suffit parfois à faire non seulement un travail de qualité, mais qui va rassurer le patient. Et Dieu sait si en médecine générale, nous avons une fonction de rassurer les gens. On a vu que c'était beaucoup plus compliqué pour nos jeunes assistants en formation, parce que quand on connaît son patient, surtout depuis de nombreuses années, on connaît d'abord ses antécédents, mais on connaît sa personnalité et on sait beaucoup plus vite décoder derrière une plainte orale
l'ampleur ou non du problème. Ça nous a amené à revoir un peu nos pratiques aussi, Julie, notamment en matière de téléconsultation et de télémédecine. Je pense que ça, c'est vraiment tout à fait positif. Et finalement, les réunions Teams et Zoom, ben oui, c'était pas mal. C'est sûr, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je pense qu'il faudra cadrer là et qu'il faudra vraiment préciser dans quel cas on utilise ces téléconsultations et dans quel cas on ne les utilise pas. Alors la télémédecine, je ne suis vraiment pas fan, on va dire, parce que je me rends compte qu'on est passé à côté de toute une série de pathologies parce qu'on a fait de la télémédecine. Je pense que l'humain doit garder sa place en médecine générale et que c'est super important. Je pense que la clinique manuelle, réelle, doit garder quand même sa place. Médecine générale, une vraie spécialité. Et je suis toujours inquiète des réformes et des réformes et des réformes qui ne tiennent pas compte de tout le potentiel qui existe déjà et qui doit peut-être être renforcé. Et je pense qu'on parle beaucoup à l'heure actuelle, comme dans les hôpitaux d'ailleurs, parce que j'ai un pied dans les deux, de quantité et on voudrait quand même garder l'opportunité de faire de la qualité. Donc il y a un engouement vers la médecine générale. Et du fait qu'en médecine générale, on s'occupe du patient de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est une continuité des soins. Ce qui n'est pas le cas des médecines aiguës. Il faut structurer, il faut professionnaliser la pratique, le médecin il ne peut pas tout, comme c'était l'image dans le temps des médecins généralistes, surtout en milieu rural ou semi-rural. Il a son expertise, mais il manque d'expertise en termes d'organisation, en termes de gestion. Son métier, c'est de faire de la médecine. Et donc, je pense que c'est vraiment dans le croisement des compétences que l'on peut mettre en lumière toute l'action positive que la médecine générale peut avoir. Donc je pense que c'est vraiment c'est de structurer cette pratique. Je pense que l'aspect social et psychologique, ok, très bien, mais ça n'est pas le core business du médecin généraliste. On ne nous a pas formés pendant 9 ans pour faire de l'assistante sociale de luxe. Je pense que dans l'avenir de la médecine générale, justement, ce sera, je pense, un travail de plus en plus en équipe. Les médecins en solo, je ne suis pas sûre du tout qu'il en existera encore beaucoup. Je pense que les médecins, les nouveaux médecins vont travailler en équipe à juste titre. Et ils se préserveront mieux, ils pourront travailler plus en pluridisciplinaire. Et je pense que l'évolution de la médecine générale, c'est plutôt ça. Évidemment qu'il en faut des super spécialistes. Et je les remercie bien d'être là où il faut quand on en a besoin, ça c'est sûr. Mais je pense que le médecin généraliste est irremplaçable parce qu'il faut quelqu'un qui coordonne tout, qui rassure le patient, qui lui réexplique le tout, qui voit l'ensemble de son corps, de sa tête, et le tout forme un tout, quoi. Voilà.